il y a aussi l'idée que imposer une norme, imposer une hiérarchie, c'est autoritaire, c'est négatif, etc. Et qu'il faut déconstruire toutes les normes. Les hommes ont pendant longtemps se sont adossés à un ordre du monde qui leur préexistait, ou bien un ordre religieux, ou bien l'ordre de la nature. Vous voyez, on parle de musique, on peut penser que l'harmonie, il y a des règles de l'harmonie qui sont presque dans la nature, on ne les comprend pas, mais pourquoi des accords marchent, pourquoi des notes vont ensemble, les couleurs sont étudiées, il y a une harmonie des couleurs. Le grand artiste s'adosse aux normes que lui procure la nature, dont il se fait l'élève. Sommes-nous condamnés à subir encore longtemps l'escroquerie de l'art contemporain ? On entend souvent dire à ses défenseurs qu'il y a du bon et du moins bon, et que l'histoire fera le tri. Je propose de faire le tri dès aujourd'hui pour faciliter le travail à l'histoire. Benjamin Oliven, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié L'autre art contemporain. Vous êtes essayiste. Pourquoi avez-vous écrit cela ? J'ai écrit cela pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est parce que j'aime la peinture, j'aime l'art, et que je ne me retrouvais pas dans ce qui était célébré par les institutions culturelles officielles comme art contemporain. Et j'étais même un peu choqué du décalage qu'il y avait entre l'art que j'aimais, et dont je pense qu'il est encore pratiqué aujourd'hui, et l'art qui est célébré officiellement comme art contemporain, à la fois par le marché et par les institutions culturelles. Et de plus, je me suis rendu compte en étudiant ce sujet que ce qu'il y avait derrière, c'était une sorte de conception un peu mythifiée de l'histoire de l'art au XXe siècle, qui valait aussi pour les autres arts, et par exemple en littérature, parce que moi j'ai fait des études une classe préparatoire, donc des études littéraires, où une sorte de ce récit mythique du triomphe des avant-gardes au XXe siècle était encore enseigné, et qu'en fait derrière ce récit, il y avait toute une conception du progrès ou du sens de l'histoire qui était en jeu. Donc à travers cette question apparemment locale, mais pour moi très importante, de l'art, de la beauté, se posait un certain nombre de questions qui me paraissaient très importantes sur, au fond, le sens de l'histoire. Alors, vous vous adressez là à quelqu'un qui a une culture artistique proche du petit pois. Ça va être pratique, surtout, ça vous oblige à être assez clair pour ceux qui, comme moi, ne maîtrisent pas le sujet. Mais commençons peut-être par effectuer une sorte de généalogie. C'est-à-dire que comment sommes-nous passés, pour faire simple, de Notre-Dame à Jeff Koons ? Comment est-ce que notre rapport à l'art, notre rapport à l'artiste a pu évoluer en soi très rapidement, en relativement peu de temps, et quels ont été, je dirais, comment est-ce qu'une époque a répondu à une autre, etc. Parce que vous en faites une très belle généalogie dans votre ouvrage. Effectivement, alors, la question est de savoir où je remonte pour commencer l'histoire. Est-ce que je commence aux grottes de Lascaux, ou à Notre-Dame, ou à la Renaissance ? Peut-être je vais commencer à la Renaissance, puisque la Renaissance est une période où l'Europe chrétienne redécouvre l'art grec et romain et la connaissance de la nature qui est exprimée par l'art grec et romain. Et donc il y a un moment dans la Renaissance on va dire, progrès technique ou de progrès artistique, on peut le voir comme on veut, mais un moment où des artistes qui à ce moment-là sont encore chrétiens et remplis d'une foi sincère, s'efforcent de mieux connaître la nature et de mieux savoir la représenter pour mieux raconter l'histoire qu'ils veulent raconter. Donc il y a à la fois, on va dire, une foi encore réelle et présente, et en même temps l'émerveillement devant les progrès de leur art à rendre la réalité. Et à partir de la Renaissance, l'art européen se lance dans une espèce de course, de trajectoire, qui est en fait merveilleuse, il faut le dire, de conquête, connaissance de la réalité. Et en sautant quelques étapes, on peut dire que ça débouche à la fin du XIXe siècle sur les impressionnistes. Et les impressionnistes, c'est donc la prise en compte de la lumière et de la réalité, non pas seulement telle qu'elle l'est objectivement, mais telle qu'elle nous apparaît aux yeux du sujet qui regarde. Et donc là, il y a un moment où la peinture, en quelque sorte, a
c'est tout représenté, ou c'est représenter le monde absolument comme il apparaît à l'œil. Et là se lance dans l'art européen un nouveau processus qui prend appui sur le précédent mais qui va ailleurs, qu'on peut appeler l'art moderne. Et l'art moderne, bon, vous en connaissez les grandes scansions, parce que c'est des scansions souvent scandaleuses. Donc il y a les impressionnistes, il y a Van Gogh, il y a Cézanne, il y a ensuite Picasso. Et progressivement au XXe siècle se déploie l'idée que l'artiste a pour rôle non pas de représenter la réalité ou la nature, mais de la reformer, de s'exprimer, d'exprimer sa subjectivité en créant des formes nouvelles, en étant lui-même le créateur des formes, c'est-à-dire qu'il ne se soumet pas à quelque chose d'extérieur à lui, ou bien un système de sens comme une religion, ou bien la nature qu'il étudie, mais il est à lui-même son propre maître, et donc il est lui-même celui qui fixe les règles de ce qui fait son œuvre d'art. Donc je vais essayer d'aller vite à partir de là, enfin je vais y aller vite. On sait les grandes scansions, c'est Picasso, le cubisme, l'idée qu'une œuvre peut être apparemment laide au regard des spectateurs, mais en fait refléter la maîtrise de son créateur. Ensuite l'abstraction, c'est-à-dire la peinture n'a pas à représenter forcément le monde, mais elle peut être juste l'affirmation pure du médium, un système de couleurs, de taches de couleurs, etc. Et puis l'art conceptuel, l'art de la performance, enfin l'art conceptuel, qui commence en 1917 avec les ready-made de Duchamp et qui va vraiment se déployer dans l'après-guerre en fait. Et Duchamp, c'est lui qui a fait l'urinoir. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc Duchamp était quelqu'un de très savant et de très intelligent. Son urinoir, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'était sans doute de la provocation. Enfin, il ne considérait pas lui-même que c'était une œuvre belle. Mais il a essayé de pousser au bout, dans une démarche provocatrice, l'idée que ce qui fait l'œuvre d'art, c'est la décision de l'artiste. Donc je prends un urinoir, je le mets sur une estrade, je le signe, c'est une œuvre d'art. Bon, provocation intéressante et drôle en 1917, mais 100 ans après, elle a été beaucoup, beaucoup, beaucoup répétée, au point que son caractère provoquant est un peu passé, quoi. D'autant plus que c'est sanctionné d'emblée. Vous voyez, quand Maurizio Cattelan, cet artiste italien, prend une banane et la scotche à un mur blanc avec du scotch gris à la foire de Miami, de Miami, Art Basel Miami, et que c'est vendu immédiatement 100 000 ou 200 000 dollars par une galerie, et ensuite revendu quelques années plus tard, tout récemment, encore pour des millions d'euros. La provocation, vous voyez, la provocation est d'emblée, ce qui était provocation il y a 100 ans, est d'emblée sanctionné, accepté, sanctionné monétairement, culturellement. Je crois que Maurizio Cattelan a des rétrospectives partout dans le monde. C'est quoi, par exemple, les œuvres les plus, le mot est mal choisi, mais qui se veulent les plus transgressives et qui sont les plus laides aujourd'hui, qui ont le pire ratio qualité-récompense, si je puis dire? Bon, alors il y a une étape dont une étape dont je parle dans le livre qui date des années 60. Un artiste conceptuel italien, Piero Manzoni, a produit une œuvre qui s'appelle Merda d'Artista. Il s'agit de plusieurs échantillons de ses propres déjections qu'il a mis dans des boîtes de conserve. Et les boîtes sur lesquelles il a écrit Merda d'Artista, donc pour ceux qui parlent italien, vous comprendrez, et qui ont été vendues immédiatement au prix de l'or. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a une au Centre Pompidou, enfin le Centre Pompidou est en travaux en ce moment. L'or noir. Mais donc, voilà, dans une vitrine. Voilà, mais là encore, si vous voulez, 1961, je crois, Merda d'Artista, donc c'est il y a 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça pouvait peut-être même être encore un tout petit peu subversif en 1960, encore que je pense que déjà, si vous me permettez l'expression, c'était de la merde. Ouais. Mais si vous voulez, maintenant, il y a quelque chose de très répétitif et passé, quoi. Il y a quelque chose de... Il y a une espèce de provocation officielle qui a perdu tout caractère intéressant parce que on ne peut, vous voyez, on ne peut renverser la table qu'une fois, quoi. On ne peut pas le faire pendant 100 ans de manière... prolongée et officielle, et en plus avoir la Légion d'honneur, une salle au Louvre et des millions en banque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui... Donc Manzoni, c'est un bon exemple.
Voilà, après l'exemple très traditionnel, parce qu'il a beaucoup choqué beaucoup de gens, c'était Jeff Koons. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Jeff Koons, mais quand il a été exposé au château de Versailles en 2008, je pense, et puis ensuite quand il a donné son bouquet de tulipes euh, à la mairie de Paris, qui ont été mises près du Grand Palais, bon, c'est un exemple classique d'artiste contemporain où il y a vraiment un différentiel entre la qualité de l'œuvre et le succès de l'artiste. Et pour rester sur le sujet de la merde, la transition est toute trouvée, le geste, me semble-t-il, d'un Piero Manzoni, mais qui est simplement plus explicite chez lui que chez d'autres, c'est que sacraliser de la merde, c'est la même chose dans le fond que chier sur le sacré, au sens où c'est un seul et même geste. Et donc, ce qu'ils font là, me semble-t-il, ce n'est pas un éloge de quoi que ce soit, c'est d'abord une négation. C'est d'abord un nihilisme actif qui s'exprime joyeusement, fièrement. Et en effet, dans la durée, qu'est-ce que seraient des Manzoniens cohérents qui auraient suivi son héritage fidèlement? Oui. Est-ce qu'on peut être fidèle à la transgression? Est-ce qu'on ne sombre pas du coup dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de stérilité héréditaire? En fait, la génération d'après est encore plus vide que celle d'avant parce qu'elle n'a même plus de normes contre lesquelles se buter, se former, transgresser. Est-ce que c'est pas un courant qui, dans la durée, est voué à devenir plus vide encore que ses héritiers? Oui, absolument. En fait, si vous me permettez, si je prends une opposition très simple entre le haut et le bas, ce qu'il y a de plus haut chez nous et ce qu'il y a de plus bas chez nous, l'art, d'abord, a été mis au service pendant longtemps de ce qu'il y avait de plus haut chez nous, nos croyances les plus sacrées, les princes, on faisait les portraits des princes, des rois, les palais, donc vous voyez, et la religion. Et puis, il y a eu un processus lié à l'art moderne, où c'est l'art lui-même qui a été ce qui a été le plus haut dans la société. Bon, par exemple, deux personnes que j'admire énormément, qui sont le général de Gaulle et André Malraux, mais qui en ce domaine ont fait du mal, je pense, créé en 1958 le ministère de la Culture. C'est-à-dire que l'idée que ce que la France a de plus haut à offrir au monde, c'est la culture, c'est l'art. C'est ce qui fait notre grandeur. C'est sans doute une référence au poème de Baudelaire, Les Phares, car c'est bien là, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité. Donc voilà, l'art était ce qu'il y a de plus haut, était au service de ce qu'il y a de plus haut, et même progressivement au 19e et 20e siècle, il a été mis au sommet de l'échelle des valeurs. C'est ce qu'il y a de plus haut dans la société. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Être artiste. Qu'est-ce qu'on souhaite à tous les enfants? Être Mozart à l'époque, ou Michel-Ange. Et donc ces artistes qui prennent le domaine qui est par excellence celui de ce qu'il y a de plus haut et qui s'efforcent d'y amener ce qu'il y a de plus bas, comment dire, essayent de renverser les valeurs, enfin, ou de montrer que la hiérarchie du haut et du bas n'existe pas pour eux, ou qu'ils sont qu'ils sont suffisamment forts pour inverser cette hiérarchie, ou pour dire que, ou pour montrer la nullité de cette hiérarchie, de dire qu'il n'y a pas de différence entre le haut et le bas, qu'au fond, ce qui se révèle toujours, c'est ce qu'il y a de plus bas chez nous. Et effectivement, je pense que ce n'est pas tenable parce qu'il y a en l'être humain un désir de s'élever, un désir de regarder vers le haut. Et donc, si on ne le trouve pas alors, si je peux faire une parenthèse, je pense qu'il y a des millionnaires français ou étrangers qui aiment bien cet art contemporain et le collectionner parce qu'ils ont l'impression que ça désintimide les gens par rapport à leur fortune, à leurs millions. Vous voyez, moi aussi, je suis quelqu'un de très puissant, fortuné, mais je suis cool, je suis capable d'apprécier des choses subversives, etc. Donc je pense que chez eux, il y a quelque chose de volontaire de vouloir effacer les signes de la puissance. Mais une société, je pense, ne peut pas fonctionner avec le bas mis en haut, si vous voulez. C'est-à-dire parce qu'il y a chez nous, chez l'être humain, un désir de s'élever qui se voit dans les croyances, qui se voit dans tous nos désirs de progression, dans tous nos désirs de perfection, dans tous nos désirs d'excellence. Et c'est pour ça que je pense que ce mouvement est une impasse, quoi. Comment dire, l'artiste qui fait ça, en tout cas pas Manzoni, mais disons un Picasso, se met au sommet de l'échelle de la société. Il dit « moi-même, je suis suffisamment fort
pour vous faire apprécier ce que vous croyez ne pas aimer, mais ce n'est pas tenable en fait. Lui se met au sommet de la hiérarchie en mettant le bas en haut, d'une certaine manière, mais ça ne peut pas tenir à l'échelle d'une société, à l'échelle des siècles, etc. Voilà. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Mais sur ça justement, ce qui me fascine, c'est que là où ces évolutions ne sont pas arbitraires, au sens où ne sont pas simplement des questions de goût, c'est que l'art contemporain aujourd'hui, tel que je le comprends, s'est rendu incapable de distinguer sa norme de son exception et incapable de distinguer sa vérité de sa parodie. Absolument. Assez logiquement, vous avez parlé de la banane scotchée sur un mur. Bon, bah, il a fallu que l'artiste déclare que c'était une œuvre pour qu'on le sache. C'était pas le cas pour la Chapelle Sixtine ou autre. Absolument. Et typiquement, il y avait eu une polémique assez amusante là-dessus, où des gens avaient laissé une paire de lunettes au sol d'un musée d'art contemporain, et évidemment, des spectateurs s'arrêtaient en se demandant quel est le geste transgressif derrière cette décision. Est-ce que c'est pas signe que notre perspective occidentale... on peut aller très loin dans l'explication. Et du coup, il y a un peu ce même problème qu'on a vu, sans chercher à ramener ça à mon sujet, entre guillemets, mais dans le wokisme, qui est que beaucoup de revues ont accepté, malgré elles, des parodies de leur contenu, en étant incapables de distinguer la parodie de la réalité. Et donc, en quelque sorte, quand on crée une structure qui se veut strictement parasitaire, Derrida a expliqué que toute son œuvre pouvait être ramenée à un parasite, on en avait parlé avec Jonathan Pajot quand on l'avait reçu ici. Bah, un virus n'a pas d'anticorps. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a ce truc où on ne peut pas aller trop loin, on ne peut pas distinguer le dedans du dehors, on dit que l'art n'a pas de limite, donc s'il n'a pas de limite, bah, je peux vous parodier, parce que vous ne pourrez pas dire non, ça c'est en dehors des limites. Sur du piano, par exemple, complètement atonal, je peux vous glisser des fausses notes, vous ne les remarquerez pas. Oui. Dans un morceau de Mozart, c'est comme si, je sais pas, j'avais pris une trompette et que j'avais joué faux en plein milieu du dernier acte, tout le monde aurait hurlé. Donc la distinction entre la norme et l'exception, dans un contexte subversif, disparaît et donc devient susceptible à sa propre subversion et parodie. Absolument. Et même pour revenir à votre sujet, il y a aussi l'idée que imposer une norme, imposer une hiérarchie, c'est autoritaire, c'est négatif, etc. Et qu'il faut déconstruire toutes les normes. Que toute personne ou tout groupe qui avait été distingué comme anormal ou marginal ou n'appartenant pas à la norme doit être réintégré, et pour ça il faut abattre les normes. Effectivement, et je pense que c'est... En fait, si on en cherche les sources philosophiques, ça doit être... la source doit en être trouvée, je crois, dans l'idée que les hommes ont pendant longtemps se sont adossés à un ordre du monde qui leur préexistait, ou bien un ordre religieux, ou bien l'ordre de la nature. Vous voyez, par exemple, si on parle de musique, on peut penser que l'harmonie, il y a des règles de l'harmonie qui sont presque dans la nature, on ne les comprend pas, mais pourquoi des accords marchent, pourquoi des notes vont ensemble, et de même, les couleurs sont étudiées, il y a une harmonie des couleurs. Donc l'artiste, comment dire, le grand artiste s'adosse aux normes que lui procure la nature, dont il se fait l'élève. Et en plus, quand il est dans une situation de croyance et religieux, il est dans le système de normes que lui procure le groupe auquel il appartient, c'est sa religion, etc. Or, là, il y a l'idée, progressivement, que c'est chacun de nous qui est soi-même producteur de sa norme et qu'il n'y a pas de norme extérieure. L'idée de nature qui prescrirait des règles est très mal vue aujourd'hui, en 2025. Donc c'est là où votre sujet et le mien se rejoignent, je crois. Et ce qui est amusant, me semble-t-il, c'est que quand on a ce paradoxe d'un héritage dans la transgression, dans la subversion, là où ça n'est, encore une fois, objectivement et pas simplement subjectivement pas tenable, c'est que ça finit fatalement par s'autodétruire. Absolument. L'exemple le plus pop culture que je puisse trouver, c'est Star Wars, dans lequel
la façon dont l'empereur Palpatine fonctionne avec ses disciples, c'est qu'il demande systématiquement aux nouveaux venus de tuer l'ancien, Ouais. c'est-à-dire de trahir en fait l'ancien. Et c'est comme ça qu'il en récupère des plus forts. Et comment est-ce que ça se termine dans le 6, parce qu'il n'y a aucun Star Wars après le 6, c'est son... Mais vous comptez les 1, 2, 3, la deuxième trilogie? On peut toujours trouver plus conservateur que ça. Non mais oui, son élève le trahit. Mais est-ce qu'en faisant ça, il n'est pas paradoxalement plus fidèle au maître? C'est-à-dire que c'est un maître qui a institué la trahison au sein de sa structure. Les élèves se trahissent entre eux, puis un jour, ça se fait au niveau méta, au niveau supérieur, où l'élève tue le maître, Darth Vader tue Palpatine, et accomplit en fait cet héritage entre guillemets paradoxal. Et je trouve on est là-dedans où aujourd'hui, paradoxalement, la chose la plus transgressive à faire en art, si tant est qu'on estime à tort que la transgression soit une fin en soi, ce serait de faire quelque chose de très traditionnaliste en fait, de très classique, Ouais. qui là, dans une galerie d'art contemporain, détonnerait complètement, quoi. Absolument. Mais d'ailleurs, j'en parle dans le livre. En fait, il y a une sorte de récit un peu officiel de l'histoire de l'art qui a été mis en place au XXe siècle, qui a été notamment fait par le MoMA, le Musée d'art moderne de New York. Mais en fait, tous les musées d'art moderne, avec la contradiction, qu'est-ce que c'est qu'un musée d'art moderne? Le musée, c'est la tradition, et la moderne, c'est la rupture avec la tradition. Mais tous les musées d'art moderne ont un peu adopté ce système. Et donc, c'est en gros une succession de salles. Chaque salle représente un mouvement d'avant-garde, et chaque avant-garde Annonce la subvertit suivante. Ouais. ou déconstruit quelque chose de la précédente. Donc, on commence avec les impressionnistes. Les impressionnistes, c'est encore la réalité, mais c'est plus la réalité objective, c'est la réalité telle qu'elle apparaît aux yeux du sujet. Ensuite, c'est, on va dire, par exemple, les fauves. Enfin, bon, il y a Van Gogh, mais les fauves. Donc là, c'est la réalité, mais c'est plus telle qu'elle apparaît aux yeux du sujet, c'est même tel que le sujet la colore. Donc, la montagne va être rouge, le ciel va être vert, etc. Ensuite, c'est le cubisme. Donc là, ça elle va être déconstruite, mais c'est encore la réalité. Ensuite, c'est l'abstraction. Donc c'est encore de la peinture, mais il n'y a plus aucun objet réel. Et puis ensuite, c'est l'art conceptuel. Et donc là, c'est même plus la peinture. Donc chaque avant-garde précédente est déjà périmée. Enfin, quelqu'un qui ferait encore du cubisme au moment de l'abstraction aurait été au top de la mode en 1917, mais serait un ringard complet en 1940. Enfin, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chaque avant-garde tue la précédente. Et en fait, jusqu'à arriver à la fin, à l'autodestruction de l'artiste, de l'œuvre, l'œuvre brûlée ou quelque chose comme ça. Et je crois que c'est un récit qui est stérile parce que chacun de ces... En tout cas, ce qu'il y a de bon dans chacun de ces avant-gardes était autant constitué dans la fidélité Oui. que dans la tradition. Et il serait très facile de montrer que les grands artistes du XXe siècle, même dans tous les arts, même les innovateurs, sont toujours des héritiers, des amateurs. Les grands écrivains sont des grands lecteurs, Oui. Les grands peintres sont des grands copistes, les grands musiciens aiment Bach. Enfin, il y a tout. Vous voyez, même, je prends un exemple, même les Daft Punk, et même toute leur création, qu'est-ce que c'est? C'est sampler des disques des autres. Donc C'est vrai. c'est lié à une connaissance du passé, à un amour du passé et à une inscription dans le passé. Et toute nouveauté naît dans un dialogue avec le passé. C'est ça que ce récit, le récit Bien sûr. moderniste me paraît Et manquer. leur meilleur album est une référence aux années 60, 70, 80, parfaitement avoué. Absolument. Donc Random Access Memories, pour ceux qui ne connaissent pas. Et justement, moi, ça c'est vraiment un sujet qui me passionne, qui est que les plus innovants, réellement innovants, pas simplement transgressifs bêtement, sont ceux qui assument la filiation avec une tradition. Et ça nous paraît tellement contre-intuitif aujourd'hui, c'est d'ailleurs fascinant. Euh, on a parlé des Daft Punk, mais également, on pourrait donner deux exemples un peu paradoxaux. Les Beatles d'un côté et le Christ de l'autre. La façon dont pas Il y a mal... un lien. Il y a un Oui. lien, oui, oui, on en reparlera. Mais typiquement, si on prend la question du Christ, tel que c'est souvent perçu, c'est on a là un philosophe un peu radical dans un contexte donné qui change toutes les règles. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'était un expert dans la tradition juive. C'est-à-dire que c'était en fait quelqu'un qui connaissait les textes, qui avait lu les textes. Et ensuite, je ne sais pas si théologiquement on pourrait dire que c'est de l'innovation, mais à partir de cette base-là, il creuse et il prolonge quelque chose, quoi, en l'améliorant. Il dit d'ailleurs, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Un peu ça la distinction sur laquelle on tourne depuis tout à l'heure. Et chez les Beatles, ce qui est assez fascinant, c'est que vous écoutez des choses
en 66-67, par exemple, vous avez des trucs complètement postmodernes ou avant-gardistes. A Day in the Life, les dissonances. Exactement. Ils vont prendre des trucs asiatiques, ils vont complètement transgressifs et subversifs, si on veut. Mais c'est des gens qui ont commencé par être experts dans la tradition, entre guillemets, rock'n'roll classique. Et plein de leurs premiers albums contiennent des reprises. On peut dire que des reprises, c'est une sorte de paresse, mais c'est aussi un hommage. Je n'ai pas fait ça tout seul. Voici d'où je viens, voici d'où je parle, voici d'où je descends. Et c'est une fois que j'ai appris à maîtriser parfaitement cette tradition que, en son sein, je peux innover, parfois assez radicalement, et amener vers d'autres choses. Mais on a parfois ce sentiment que, comme quand on donnerait à un enfant de 6 ans une histoire à raconter, qu'on lui dirait ne lis surtout pas de roman avant. Et en fait, le meilleur roman, c'est celui qui est écrit quand quelqu'un en a lu 10 000, et pas quand quelqu'un n'en a lu aucun, en fait. La vraie créativité vient d'imbiber des références et des traditions extérieures et de les faire siennes, et après, au sein de ces traditions, d'aller innover, entre guillemets. J'ai une réponse générale, une réponse sur les Beatles. Je vais commencer par les Beatles. En fait, les Beatles, c'est même plus que ça, parce que, comme vous, j'aime beaucoup les Beatles. Et quand on regarde des interviews de Paul McCartney, vous savez, son père était pianiste, Oui, c'est vrai. et il jouait les fêtes de fin d'année de la famille. Et lui, en fait, la musique qu'il écoutait, c'était les chansons des années 20, 30, jazz, un peu les standards. Ouais. Et en fait, McCartney a grandi là-dedans, et Lennon aussi. Et c'est pas seulement qu'ils connaissaient très bien le rock, c'est qu'ils connaissaient toute la musique. Et vous savez, et c'est peut-être même le secret de leur différence avec les Stones, parce que les Stones, c'est uniquement le R&B et le blues, alors que les Beatles sont capables de faire se mélanger et se rejoindre des influences de toute la musique, que ce soit la musique indienne, comme vous l'avez dit, que ce soit les recherches des avant-gardes, Stockhausen, Cage, avec les dissonances dans A Day in the Life, ou les boucles dans Tomorrow Never Knows. Bon, Revolution 9, ça va trop loin, mais... ou bien le rock pur, le rock de Elvis, ou bien le jazz, les chansons, etc. Ce qui fait toutes les chansons un peu vieillottes de McCartney que les rockers purs n'aiment pas, mais qui sont un peu, vous voyez, les mélodies, les ballades, When I'm 64, etc. Et quand ils étaient à Hambourg, vous savez, ils devaient jouer 10 heures de suite dans un cabaret, et ils en avaient marre de répéter toujours les mêmes standards de rock, les Elvis, etc. Donc ils jouaient de tout. Ils jouaient Bésame Mucho, ils pouvaient jouer Edith Piaf, et puis ils ont fini par composer leurs propres chansons. Et autre tradition, la tradition classique. McCartney s'est complètement nourri de Bach pendant les Beatles. Donc effectivement, les plus grands créateurs musicaux du XXe siècle sont, pour utiliser une métaphore un peu prosaïque, des ordinateurs pleins de toutes les données de la musique mondiale. Et c'est au contraire, c'est effectivement quelqu'un qui connaît très bien un musicien serait peut-être en train de l'imiter, mais quelqu'un qui connaît très bien toute la musique pourrait être original et innovateur. Et dans l'art, vous retrouverez très, très souvent ça, c'est-à-dire le fait que les grands créateurs sont des grands lecteurs et qui s'abreuvent à différentes sources, que les grands peintres sont des grands amateurs de peinture, les grands musiciens des grands amateurs de musique. Et je crois que ça renvoie à quelque chose, une vérité de l'être humain que le récit un peu de l'innovation et du progrès manque, c'est que l'être humain se constitue par imitation et par éducation et par regard vers le passé. Et par exemple, ça me frappe comme en politique, les arguments en politique, c'est pas souvent... Enfin, comment dire ? On ne dit pas il faut faire cette mesure parce qu'elle est vraie, elle est scientifiquement vraie. On dit il faut faire cette mesure parce qu'elle est conforme à nos principes fondateurs. Donc on remonte à la fondation. Oui. Vous voyez, on remonte au père fondateur ou au général de Gaulle ou pour les Juifs à Moïse, y compris Jésus. C'est-à-dire que il y a chez l'être humain ce besoin de revenir de se tourner vers le passé. Et le passé est comment dire, peut être, et chez nous souvent, ce vers quoi on se tourne pour s'élever, pour aller vers le haut, justement, puisqu'on parlait de l'opposition entre le haut et le bas. Si on reste à soi-même, si on reste dans le présent, on est un peu, on vole pas très haut, et souvent on se tourne vers le passé, vers ce qu'il y a eu de meilleur par le passé, pour s'élever soi-même et pour, dans une logique d'émulation, faire aussi bien que le passé. Donc les grands peintres se disent « Ah, j'aimerais faire
aussi bien que les peintres du passé. Oui. Et même Picasso, avec tous les problèmes qu'il y a dans Picasso, c'est quelqu'un qui regarde les peintres du passé et qui dit je vais essayer de les battre à leur propre jeu. Bien sûr, mais parce qu'il y a une forme d'humilité nécessaire dans le fait de s'agenouiller symboliquement devant des maîtres, quoi. Absolument. Aujourd'hui, on a une espèce d'orgueil qui fait que du premier coup, on va être meilleur que tous ces gens-là. Absolument. Et donc j'insiste notamment sur le début de la phrase, du premier coup. C'est-à-dire qu'il y a une association d'idées qui a beaucoup été faite et qui est un peu l'ambiguïté du mot improvisation, même en jazz, de l'absence de travail et de la réussite. C'est-à-dire qu'il y aurait du talent mais pas de travail. Ouais. En vrai, c'est complètement faux. C'est-à-dire Ouais. que Brel lui-même, qu'on pourrait soupçonner d'être talentueux, expliquait qu'il ne croyait pas au talent, qu'il croyait qu'au travail. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, les Beatles, par exemple, euh, avaient une démarche et une quantité de travail par jour absolument délirante. Ouais, ouais. Et ensuite, quand en concert, après 200 heures de guitare par semaine pendant 7 ans, ils font une bonne improvisation, oui, ça va être de qualité, mais c'est pas, ils n'ont pas pris une guitare en se disant je vais jouer au hasard et ça va être génial. Ouais. Donc il y a vraiment une espèce de faux rapport entre le côté laborieux et le côté bohème artiste Ouais. qui est posé, qui me paraît complètement en fait faux par rapport aux artistes qu'on connaît. Ouais, ouais. La querelle, le premier texte un peu critique sur l'art contemporain en France, c'est le texte de Lévi-Strauss des années 80 dans la revue Le Débat, Le métier perdu. C'est la première fois qu'un grand esprit critiquait l'art contemporain. Ah oui. Et le métier avait été perdu. Qu'est-ce que c'était le métier? Le métier d'un peintre, en anglais c'est skills ou son trade, c'est le fait de savoir peindre. C'est ce qu'il apprenait à l'école des beaux-arts. Les techniques. Voilà, les techniques. Le fait de savoir, et c'est un stock de savoir considérable parce qu'il faut des savoirs sur la météo, sur, vous voyez, je sais pas quoi, telle lumière à telle heure, la perspective, les tissus, les matières, ça c'est du granit, ça c'est de la soie, et puis quelle couleur, etc. Et tout ce métier, tout ce savoir-faire qui était appris à l'école des beaux-arts ou dans les formations, a disparu au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que les peintres, les grands impressionnistes de Degas, Renoir, avaient encore le métier des peintres du passé, mais quelqu'un, et c'est ça qui rend la situation très dure pour un peintre aujourd'hui, au XXe siècle, c'est quelqu'un qui voudrait peindre aujourd'hui, s'il allait à l'école des beaux-arts, je crois que c'est en train de changer, je ne sais pas, on ne pourrait pas lui apprendre un métier, on lui dirait, vas-y mon vieux, crée, improvise, on lui dirait, alors qu'avant on lui disait, va au Louvre, va copier, et c'est encore ce qu'on fait Degas, Cézanne, Renoir, etc. Et donc il y a une sorte de savoir-faire qui a été progressivement, qui a été transmis par les écoles et les académies, mais qui a été perdu au cours du XXe siècle, ce qui rend la situation de la peinture très difficile, justement parce que les écoles, les académies s'en voulaient d'être scolaires, d'être académiques et de transmettre des règles, un savoir, un savoir-faire. Une espèce de rousseauisme de la page blanche. Il ne faudrait pas contaminer la page blanche vierge, originale, innovante. La spontanéité, créatrice. Exactement. Et je trouve en effet qu'il y a une espèce de manque d'humilité que de ne pas vouloir se placer dans une filiation. Vraiment systématique. Tuer le père, ne pas se mettre dans des pas d'avant soi et sans comprendre qu'on n'avance pas très loin en fait en voulant... Il y a une façon dont ça a été décrit dans un entretien sur la chaîne de Jonathan Pajot. Il recevait, je crois, un artiste. Vous parlez de mimésis tout à l'heure. Ouais. L'invité parlait en anglais, anti-mimetic mimesis. Ouais. C'est une mimésis où on fait exprès de ne pas imiter, en quelque sorte. Absolument. Alors, évidemment, c'est pas tenable, parce que il y a une sorte de conformité dans la transgression aujourd'hui dans l'art contemporain, une transgression prévisible, et donc plus vraiment transgressive. Mais c'est une volonté de faire tout l'inverse de ce qui est quand même, vous le disiez, le cœur de l'éducation, le cœur de l'expérience humaine, de vouloir imiter. Et on imite la non-imitation dans l'art contemporain. Et et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de Maurizio Cattelan et sa banane, qu'est-ce qu'il fait? À force de vouloir être spontané lui-même et vous voyez, venez comme vous êtes, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il imite des trucs d'art contemporain qui existent depuis 100 ans. Donc, au lieu d'imiter les grands maîtres du passé, il imite des maîtres de 1917 de manière très pauvre. Il imite la façon qu'ils ont eue de tout casser ou de brûler la boutique, etc. Donc, on pourrait paraphraser Jung là-dessus en disant il n'y a que ceux qui savent quel maître ils servent et les autres. Voilà. On sert toujours un maître. Exactement. On est toujours. L'être humain est comme ça. Il est toujours tourné vers.
vers des références. Il se constitue en... c'est Arendt qui disait l'éducation est toujours conservatrice parce elle nous intègre toujours à un monde plus vieux que nous. Donc on cherche des références, des rôle models, etc. Euh, et voilà. Et puis ensuite, il y a aussi l'idée que le métier... Enfin, comment dire? Effectivement, le métier, c'est pas tout, mais c'est aussi ce qu'on admire. Enfin, voici ce qu'on admire quand on voit une cathédrale ou un tableau, c'est «Ah, moi, je pourrais pas faire ça». Oui, c'est ce que je veux dire. Comment il l'a fait? La critique populaire de la légitimité de l'art contemporain, C'est c'est toujours la blague ma fille un de enfant de 6 3 ans, ans, ouais, exactement. Et donc, ce on met côté, un pinceau à la queue d'un âne. ouais, j'aurais pu le faire. Voilà, Alors que sur des trucs qui ont plus d'un siècle, il y a systématiquement ce réflexe de alors ça, j'aurais pas pu le faire. bien sûr. Alors, la maîtrise d'un savoir-faire technique ne garantit pas Bien sûr. la qualité. Ça peut être Et l'académisme. ça garantit une part de sa légitimité populaire, me semble-t-il. Bien sûr, Et dès qu'on voit quelqu'un faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, bien il y a au sûr, moins une sorte de respect de bon, bien sûr. j'aurais pas pu. Bien sûr, mais pourquoi? Parce qu'il y a parce qu'il y a en nous ce besoin d'excellence, ce besoin d'admirer. Et ce qu'on cherche dans l'œuvre d'art, c'est à admirer. C'est-à-dire, on se dit, waouh, cette personne-là a poussé l'humanité, que ce soit, vous voyez, Mozart ou Monet Oui, ou oui, oui. Lennon et McCartney, ils ont poussé l'humanité à un endroit où moi, j'aurais pas été capable de l'emmener. Ouais. Et c'est cette admiration euh, qui, oui, avec lesquels les artistes contemporains sont mal à l'aise parce ils veulent être admirés pour leur capacité à n'admirer personne, en fait, en quelque Ouais. sorte. C'est très juste. Très Enfin, joliment voilà. dit. Mais sur le processus créatif, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, ça permettra de relier à la question de la quantité de travail. Euh, on a eu récemment à peu près 6 heures de contenu sur comment les Beatles travaillaient, qui est privilégié. C'est-à-dire que, Vous si on parlez a- de Get Back. Absolument, Ouais. le documentaire Get Back. Si on avait pu avoir ça pour Mozart ou d'autres, ça aurait été quand même assez fascinant. Et pour le coup, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que ils se mettent une date butoir très ferme pour faire, alors qu'ils sont évidemment déjà clairement les Beatles en fin de carrière, et les gens ne le savaient pas encore, mais en 69, ils doivent faire un concert live, alors qu'ils n'ont pas fait depuis très longtemps, donc vous imaginez la pression, un nouvel album, et ils se mettent une date butoir hyper serrée. Alors ils trichent un peu, ils la repoussent une fois, mais en tout cas ils se mettent une date butoir de quelques semaines, et ils doivent faire un nouvel album. Et alors qu'ils sont sous pression, on les voit passer leur temps, en fait, alors à faire de la musique quand même, à jouer, mais à déconner, en fait, enfin, Ouais. à faire des bêtises. C'est-à-dire qu'ils chantent une chanson avec une voix différente, ils se font des blagues, ils chantent en lisant le journal à haute voix. Et en fait, il y a ce truc où ils produisent énormément, et d'ailleurs, ils arrivent à beaucoup trop de chansons très vite. Et après, il y a une espèce de deuxième phase, et je trouve ça intéressant sur, encore une fois, le rapport à l'inspiration, à la créativité, au processus créatif, un peu de funnel. Ouais, une phase où ils trient, De mise en ordre. de mise en ordre, dans lequel en fait ils jettent la plupart. On dit par exemple, je le connais pas bien, mais que ni personnellement ni professionnellement, mais on dit que Eminem faisait des albums, en fait il y avait 40 chansons et il en garde une quinzaine ou que sais-je. Donc il y a vraiment un processus où on surcrée, on surproduit et après on écrème. Ce qui est vraiment à deux niveaux l'inverse, l'espèce de spontanéité où dès qu'on fait quelque chose c'est formidable et on le garde. Là si on fait plein de choses en travaillant dur et après on écrème, on élimine, on jette et parfois on retrouve des textes entre guillemets apocryphes de gens qui voulaient jeter un texte puis on Ouais. dit que saint Thomas d'Aquin voulait jeter la somme théologique dans le feu et qu'on l'a arrêté au dernier moment. Mais en tout cas, ce truc, on écrème. Donc j'aime bien cette idée les Anglais disent we'll throw things at the wall and we see what sticks. Donc, Ouais. on va jeter des choses au mur et on va voir ce qui colle. Donc, on tente plein de trucs. Et en tentant plein de trucs, il y a peut-être une bonne idée qu'ensuite on va retravailler. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des chansons des Beatles qui n'ont pas enregistrées, qui seraient des singles numéro 1 pour n'importe quel autre groupe. Enfin, il y a Oui, très juste. des... Qu'ils ont donné à d'autres artistes. Voilà, qu'ils ont donné à d'autres artistes. Je pense à Good Night de Paul McCartney, je crois, qui est en démo sur la version deluxe de l'album Abbey Road. Enfin bon, ça c'était la parenthèse geek. Mais en fait, il y a deux notions qui étaient centrales dans notre compréhension de l'art jusqu'à l'art moderne et qui ont disparu alors qu'elles sont centrales. C'est la notion d'œuvre. Qu'est-ce qu'on entend dans œuvre? C'est ouvrage, c'est-à-dire travail. Oui, oui, oui. Se C'est mettre à l'ouvrage. Voilà, quelqu'un a travaillé. Et la notion de chef-d'œuvre. C'est-à-dire, c'est pas seulement que je travaille, c'est que je mets mon travail en ordre pour faire quelque chose de particulièrement abouti. Et c'est pas je sors alors justement, vous voyez l'art moderne, et même moi, j'adore
voir des esquisses de Degas, ses carnets de dessin, des tableaux non finis. Effectivement, il y a une poésie de l'esquisse ou des matériaux bruts. Ça, c'est très moderne. C'est qu'on aime parfois plus les esquisses des grands peintres que leurs chefs-d'œuvre. Et leurs chefs-d'œuvre, il y a quelque chose de trop maîtrisé, froid, calme. Parfait, ouais. Voilà, par exemple. On peut penser oui, au dessin de Claude Lorrain contre ses peintures. Les dessins, il y a quelque chose de plus spontané. Mais un artiste, ce à quoi il visait pendant longtemps, c'était le chef-d'œuvre. C'est-à-dire, j'ai une production, elle est l'objet d'un travail, mais je vais la peaufiner pour qu'elle obéisse à une notion qui est rien qui dépasse. Vous voyez, le sculpteur s'arrête à l'ongle près, ni trop ni pas assez. Donc il y a effectivement, il y a l'idée d'énormément il y a beaucoup de travail qui doit être mis dans l'œuvre d'art pour qu'elle vaille la peine. Oui. Et pour parler de quelque chose dont on a déjà commencé à parler, je crois qu'au XXe siècle, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que au fur et à mesure que les arts majeurs prenaient le chemin de l'expérimentation et de l'avant-garde, le travail, les goûts du public se sont concentrés sur les arts populaires. Vous voyez, c'est-à-dire que la musique devenait expérimentale, atonale, etc. Ça a été le grand siècle de la pop musique. Ouais. La peinture devenait art contemporain, etc. Ça a été le siècle de la bande dessinée, du cinéma. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une déperdition là-dedans. Moi, je suis un partisan des arts majeurs. Mais on peut comprendre aussi cela parce que beaucoup des notions traditionnelles du beau et de l'œuvre et du chef-d'œuvre se sont retrouvés dans les arts populaires où l'artiste n'était pas forcément divinisé pendant que les grands arts majeurs suivaient la voie des avant-gardes, de l'expérimentation et du n'importe quoi, pour aller vite. Oui, mais ça c'est assez passionnant parce que si on prend, pour faire vite, le progressisme dans tous les domaines, il y a des domaines dans lesquels, même si les gens sont contradictoires et que c'est plus compliqué que ça, c'est tout à fait majoritaire. Prends l'émancipation sexuelle, etc. Mais dans le domaine de l'art, la critique de l'art contemporain est quand même majoritaire. Et au sens où c'est manifestement de tous les grands canons, les grands standards qui nous permettent d'échapper au relativisme au quotidien, celui qui est le plus difficile à déloger, c'est quand même le beau. C'est-à-dire que on aurait eu, ça a sans doute déjà été dit 20 000 fois, mais on aurait eu le Plug Anal, Place Vendôme, Merda d'Artista ou Jeff Koons des œuvres de Jeff Koons qui brûlaient, personne n'aurait pleuré. Et par rapport à Notre-Dame, où là, pour le coup, il y avait... je dirais que le relativisme brûlait avec les flammes aussi. C'est-à-dire qu'il y avait un truc où on avait le sentiment qu'on ne pouvait pas choisir de trouver ça tragique et qu'on ne pouvait pas choisir autrement que de trouver Notre-Dame belle, en quelque sorte. Je vais nuancer un peu pour le plaisir de la discussion parce que vous n'avez pas idée d'à quel point il était difficile en France dans les années 60, 70, 80, 90, 2000 d'exposer un peintre figuratif contemporain dans un grand musée parisien. Vous n'avez pas idée de la difficulté qu'avait un jeune homme qui arrivait aux Beaux-Arts en 1980 et qui disait « je veux faire de la peinture » et ce qui se prenait dans la figure. Donc je pense qu'effectivement là on arrive, je pense qu'en 2025 il y a une espèce de saturation, il y a même un petit retour de la peinture figurative aux Beaux-Arts, etc. Donc effectivement on voit que c'est allé là, mais si vous regardez ce qui est exposé dans les grands musées, il y a quand même encore le grand récit de la modernité est encore très puissant. Est encore très puissant. J'en donne des exemples dans le livre. Oui, enfin voilà. D'ailleurs, sur ça, typiquement, on a parlé de la spontanéité des créatrices des enfants, qui était un peu la norme implicite mise en exergue. Le rapport que des enfants entretiennent aux œuvres est intéressant également. C'est-à-dire que avant de pouvoir apprécier beaucoup d'œuvres contemporaines, apprécier entre guillemets, on doit se manger une espèce de tableau explicatif vraiment très 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 détaillé. Et d'un côté, j'ai envie de dire, l'enfant qui regarde Notre-Dame trouve ça instinctivement beau et magnifique. Mais de l'autre, l'éducation au bon goût joue aussi. Donc il y a une espèce de tension intéressante que vous travaillez dans votre ouvrage, qui est que
de l'art véritable, on sait en le regardant normalement à première vue, l'enfant, etc., que c'est beau, mais c'est quand même, comme pour le vin, c'est quelque chose qui s'apprécie dans la durée et Ouais. dont on apprend à raffiner le goût. Et je suis certain que si je connaissais mieux l'art, j'apprécierais davantage encore Notre-Dame ou autre. Donc, ouais, je voulais vous laisser développer sur ça. Oui, en fait, moi, la manière dont je résous la contradiction, euh, enfin, ou la contradiction, ou la tension, parce que la tension entre il faut une éducation pour l'art, Mm. en tout cas pour les arts majeurs, Oui, euh, et je ne veux pas que l'éducation me fasse accepter oui. me Des choses dénature, laides, me oui, fasse oui, accepter des choses. bien sûr. Et en fait, donc moi, je m'en sors avec la notion de goût naturel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un goût naturel pour la beauté, pour des choses comme la mélodie en musique, pour des choses comme le dessin, pour des choses comme la narration, c'est-à-dire le squelette. Hmm. Tu vois, vous voyez, la mélodie est le squelette de la musique, Oui, le dessin est le squelette de la peinture, la narration est le squelette du roman. Et il y a un goût naturel des enfants pour ça. Et les très grands artistes, bien sûr, enfin, certains demandent une éducation, mais accomplissent ce goût naturel. C'est-à-dire, vous aimez les chansons de, je sais pas quoi, de Henri Dess, euh, moi, je vais vous faire la version supérieure du plaisir que vous trouvez dans, je sais pas quoi, Henri Dess ou des chansons. Euh, et, c'est-à-dire que pendant longtemps, le grand art était ancré dans le goût naturel. Il était plus élevé, il demandait plus d'éducation, plus de raffinement, bien sûr. il était réservé à une classe qui avait des loisirs, mais il y avait une sorte de spirale ou de transition entre le goût naturel des enfants ou des gens non éduqués et le goût et ce qui avait de plus élevé. De sorte que, par exemple, quelqu'un comme La Fontaine peut être enseigné à des enfants et le plus grand critique littéraire va lire La Fontaine et se dire c'est un génie. C'est un génie de la langue française, un génie de la poésie. Et de même avec Michel-Ange, de même avec Mozart. Vous voyez, c'est des gens qui sont à la fois accessibles aux enfants ou aux masses non Oui, éduquées. en fait, il y a du Mozart pour les enfants, Voilà, censé augmenter le quotient intellectuel des enfants. Ça a absolument. été débloqué. Ça. Mais donc, jusqu'à l'art moderne, il y avait un lien conservé entre le grand art et les arts populaires. Et par exemple, les grands compositeurs, vous voyez, des gens comme Chopin, ils utilisaient des mélodies populaires polonaises dont ils faisaient des versions savantes, mais il y avait une circulation Oui. entre les musiques populaires, les mélodies folkloriques hongroises ou polonaises, et la grande musique raffinée, Entre art sophistiquée. majeur, art mineur, Voilà, et haut et bas. voilà, il y avait une circulation. Et ce goût naturel, ce continuum a été brisé au XXe siècle à mesure que les arts majeurs ont perdu toute référence à l'idée de beau naturel ou de nature ou d'ordre du monde. Donc il n'y a plus rien à voir entre ce que les gens aiment, entre ce que les gens normaux et non éduqués aiment et ce que le critique d'art va aimer. Alors que ce continuum était extrêmement important. Et vous avez parlé de Brel. Brassens, par exemple, c'était un chanteur populaire, Oui. mais qui connaissait les arts majeurs, qui aimait la poésie, qui aimait la musique. Et lui-même, ça a amené à ce que son art populaire soit de bonne qualité. C'est-à-dire qu'en fait, le continuum sert tout le monde. C'est-à-dire qu'il amène vers le haut les arts populaires et il maintient les arts majeurs sur Terre, Oui, dans la nature. oui, il va chanter des chansons comme un troubadour le ferait d'un village en village, mais par ailleurs c'est truffé de références grecques et bibliques, et Exactement. le haut et le bas dialoguent. Exactement, exactement. Il n'a pas perdu le fil. Alors que, bon, vous prenez un musicien contemporain, les musiciens expérimentaux hardcore des années 50-60, il n'y a plus rien à voir avec ce qu'on Oui. chantonne sous la douche, quoi. Non, bien sûr. Et justement, ça fera le lien entre Brassens et l'art contemporain. Il avait une punchline, comme on dirait aujourd'hui, absolument saisissante, où il disait, pour flatter une femme, comment dire, qu'on pourrait qualifier de difficile à noyer, je sais pas que jamais l'art abstrait qui sévit maintenant, j'avais dit sévir, Ouais, ouais. n'enlève à vos attraits leur volume étonnant. Et c'est mieux que Booba qui veut dire, moi, je ne le dirai pas là, mais t'es bonne quoi. Bon. Et donc là, il y avait ce truc avec Brassens où c'est quasiment la forme qui fait passer le fond. Quoi. C'est-à-dire que c'est
c'est joliment dit, mais en même temps les thèmes sont populaires, c'est dans l'euphémisme de l'indirect avec des références. Et est-ce que je peux commenter aussi une autre chose qui me frappe dans la phrase que vous citez, c'est que si on entend ce qu'il dit que l'art a comme mission de rendre hommage à la beauté de la nature. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui est d'abord belle, la nature est belle, et l'art se doit d'essayer de rendre hommage à cette beauté qui est dans la nature. Donc c'est-à-dire que l'artiste n'est pas lui-même son propre législateur, mais c'est qu'il se met au service de quelque chose de plus beau que lui et qui lui préexiste et qui est extérieur à lui, et à qui il essaye de rendre une belle femme en l'occurrence. Mais c'est ça qui est assez beau dans la conception qu'avaient les Grecs de l'inspiration, c'est que la muse est quelque chose d'extérieur. Absolument. Au sens où, oui, moi je travaille, je réfléchis, je retranscris, mais ce qui me donne l'inspiration est symbolisé, une métaphore une espèce de créature, féminine d'ailleurs, extérieure qui m'inspire ou pas. Aujourd'hui, mon dialogue avec les muses s'est mal passé, j'ai rien produit de bien, mais demain, peut-être qu'elles m'aideront. Et il y a une sorte d'humilité, de décentrage de soi, où ce n'est pas moi qui décide si ça va être bien, en quelque sorte. Absolument. Et vous parlez des Grecs, c'est les premiers qui ont vraiment associé l'idée de nature, l'idée de beauté. La beauté, c'est une valeur grecque. Enfin, vous voyez, le plus grand compliment moral pour un grec, c'est quelque chose est beau et bon, kalos kagatos, qu'on pourrait traduire par c'est noble, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est à la fois beau esthétiquement et bon moralement. Et l'idée que la nature attire l'homme par sa beauté, et qu'elle l'attire, et que, comment dire, mais qu'en même temps, il sent en elle des règles et la possibilité d'une connaissance. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est l'éros philosophique de Platon, il est attiré, l'homme est attiré par la beauté de la nature, par l'éros, et ce qu'il attire, c'est l'idée d'une harmonie, un beau visage, et donc il essaie de comprendre l'ordre sous-jacent à la nature. Donc c'est le désir érotique qui l'amène à la connaissance de la nature, mais connaissance qui n'est pas là pour la maîtriser, la torturer et la sujettir à sa loi, mais pour lui rendre hommage d'une certaine manière. Et alors, votre livre n'est pas qu'une critique, parce qu'il y a toute une deuxième partie qui consiste à faire une sorte de contre-généalogie, en dehors de l'histoire officielle, comme vous dites, en mettant en exergue 9 artistes. Je vous laisserai parler, si vous le souhaitez, de certains d'entre eux, mais je voulais juste citer ce que vous disiez sur qu'est-ce que l'art français, dans des pages qui m'ont beaucoup ému. Vous citez d'abord un certain Pierre Rosenberg qui précise: la peinture française ne peint pas un miracle, mais son annonce. Et après, vous détaillez: les maîtres mots de la peinture française sont la dignité, l'humilité, la pudeur, l'absence de spectaculaire, la douceur, la clarté. Il y a en elle, en effet, cette manière de ne pas crier. Un peu plus bas, vous utilisez le mot sérénité. Ouais. Et ensuite, encore un peu après, je pourrais tout citer parce que c'est vraiment magnifique, mais un équilibre entre la raison et le sentiment, entre le cartésianisme et l'épicurisme, qui seul sait voir la dignité des gens humbles et la beauté des choses de ce monde. Ouais. Alors je reviens un tout petit peu en arrière, mais effectivement, donc je parle de différents peintres du XXe siècle qui ont continué à pratiquer la peinture. Certains très connus, certains moins connus, certains non français, certains français. Et après avoir fait l'éloge de ces peintres, j'insiste sur quelque chose, sur la notion d'école nationale, qui n'est pas forcément le cœur du sujet. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler d'école nationale pour parler de l'art contemporain et de la peinture figurative, mais en fait, en fréquentant la peinture, je me suis rendu compte que vous fréquentiez des nations. Qu'on fréquente qu'il y a des écoles nationales. Oui. Il y a aussi il y a d'autres. Vous voyez, un artiste, bon, un exemple classique, c'est Dostoïevski, un roman de Dostoïevski. Vous savez très bien qu'il va vous dire quelque chose sur Dostoïevski, l'auteur Dostoïevski, ses petites idiosyncrasies, ses petites obsessions, ses sujets, ses préoccupations, qui va nous dire quelque chose sur la condition humaine, en général, mais qu'entre les deux, il nous dit quelque chose de très russe aussi. Oui. Et l'artiste est toujours pris dans son lieu d'une certaine... Et en fait, quand on fréquente l'art, on ne peut pas ne pas le voir. Ouais. Et même ça aide à comprendre, parce que ça aide à comprendre ce que l'artiste fait. Et je crois aussi, pourquoi je le mets dans le livre, parce que je crois que les peintres de demain, justement dans le cadre de cette éducation et de cette transmission,
je conseille aux peintres de demain de s'inscrire dans la tradition, dans leur propre tradition, comme dirait Cocteau, de chanter dans leur arbre généalogique. Magnifique. Parce que ça donne des repères. Vous voyez, je pense qu'un romancier comme Michel Houellebecq, il regarde Balzac et ça l'inspire dans sa création. Un auteur comme Emmanuel Carrère, il pense à Montaigne, à Gide, à des gens comme ça. Et bon, pour des romanciers, c'est évident parce qu'il y a la langue, donc tout le monde sait que j'écris en français, Balzac a écrivé en français. Mais je crois que c'est vrai, même pour des arts non engagés. Certains peignent en français. Voilà, d'une certaine manière. Quitte à subir des influences de l'étranger, évidemment, les arts dialoguent enfin les écoles locales dialoguent entre elles. Mais effectivement, il m'a frappé de constater l'existence des écoles nationales et à quel point c'était des outils de compréhension de l'art, de formation et de jugement. Et donc, je me suis intéressé à l'école française. Ce qui est paradoxal parce que nous, le propre de l'école française, c'est que les Français, nous sommes universalistes. Donc nous, on ne se voit pas comme Français, on se voit comme des êtres humains. L'anglais se voit comme anglais, le belge, je ne sais pas, le norvégien comme norvégien. Mais le français, donc, il a du mal, il a l'impression que c'est se réduire de parler d'école française. Mais pourtant, elle est très frappante et on la voit, effectivement, il y a une sorte de tendance longue qui faisait aucun doute pour les écrivains ou les artistes des années encore 1910, 20, 30, 40. Des gens très progressistes aussi, des gens comme Aragon, même Picasso savait très bien qu'il y avait des peintures nationales, vous voyez. Oui. Et effectivement, l'école française, dont le maître absolu, c'est ce peintre du XVIIe siècle qui s'appelle Poussin, qui est un grand peintre tout court et un grand peintre français. Et l'école française, elle a cette manière d'être moins spectaculaire que l'école italienne ou l'école espagnole. Quand elle peint un sujet religieux, d'être plus dans la retenue, d'être plus pudique, d'être plus sereine, de ne pas faire des grandes machines, de pas non plus aller dans le romantisme allemand. Vous voyez le célèbre tableau de Friedrich, le voyageur face à la mer de nuages. Vous voyez l'homme seul face à la nature déchaînée. Il n'y a pas ça dans la tradition française. Il y a quelque chose de plus paisible dans l'idée que l'ici-bas, le monde dans lequel on vit, le lieu, est en lui-même beau et porteur d'un ordre, sans avoir besoin d'être très spectaculaire, sans avoir besoin d'être des cascades, des montagnes. Enfin, il y a une sorte de géométrie du quotidien. Et quand on a ça en tête, c'est très frappant. C'est très frappant pour la peinture française, et c'est frappant aussi pour la musique, le cinéma, la littérature, une forme de... Et même Proust, qui est l'auteur d'une œuvre monumentale, une cathédrale littéraire, c'est une cathédrale, comment dire, d'épiphanie qui se passe dans le monde quotidien. C'est les maisons de campagne, les maisons de vacances, les séjours à la mer. C'est des choses très ordinaires, mais il y a une sorte de grâce de l'ordinaire. Et voilà. Et quand on a cet outil, je crois que ça aide à comprendre beaucoup de choses. Et ça aide aussi pour d'autres écoles. Par exemple, moi, je suis très fan de la peinture suisse, mais on en parlera dans une prochaine émission. Mais justement, ça rejoint un peu les fausses oppositions qu'on a essayé de débunker, entre guillemets, plus tôt, qui est que c'est à partir de la connaissance d'une tradition qui est sienne qu'on dialogue d'autant mieux avec d'autres. Absolument. Et ce qui est vrai, en effet, c'est que, par exemple, quand j'ai quitté la France pour vivre au Royaume-Uni, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais français, par exemple. Moi aussi, aux États-Unis. Évidemment, c'est au moment où on va ailleurs, qu'on soit dans les yeux d'un autre, que ça c'est vrai, mais c'est quand même un peu la deuxième étape. C'est-à-dire que la première, c'est d'abord en étant de quelque part et en connaissant ce quelque part et en comprenant ces traditions artistiques ou littéraires et traditions au sens large. Et ensuite, la deuxième étape, c'est une sorte de relativisation partielle de cette norme-là, parce qu'on découvre d'autres normes, mais c'est justement par la découverte d'autres normes qu'on comprend les premières. Bien sûr. Donc c'est un peu cette espèce de truc en trois étapes où on a d'abord, on baigne dans des normes invisibles, parce qu'on est dedans, et c'est bien de les connaître. Et ensuite, en les quittant, on en découvre d'autres, et en découvrant d'autres, on comprend l'existence des premières. C'est-à-dire que le poisson, qui est un peu l'étape 1, ne connaît pas l'existence de l'eau, en quelque sorte. Il n'a jamais vu autre chose. Absolument. Mais en voyant, je ne sais pas, des oiseaux, il comprend l'existence de l'air, et donc il comprend qu'il était dans l'eau. C'est un peu c'est comme ça, je pense, que l'individu se construit d'un point de vue
de ces normes et de ces traditions implicites qui deviennent plus explicites après. Ouais. En fait, vous m'avez demandé, votre première question était pourquoi j'ai écrit ce livre. Et je crois que c'est parce que la réponse, c'est qu'à travers ce sujet de la peinture, qui me passionne, je pense qu'on touche à une vérité plus large qui est que l'être humain naît dans des groupes qui lui préexistent, qui viennent du passé, qui ont des règles, qui ont des normes, qui ont des principes, et que la condition pour qu'il améliore l'espèce, c'est de s'inscrire, en tout cas c'est d'être conscient et lucide de cette inscription dans son groupe, dans le passé, dans la tradition, et que c'est la condition sine qua non pour se dépasser et pour l'excellence, d'autant qu'il y a eu dans le passé des exemples comme les Grecs, comme la Renaissance, de périodes d'excellence, comme la musique anglaise des années 60, des moments d'excellence de l'humanité vers lesquels on peut se tourner et qui sont une fontaine, une source pour nous tirer de la mélasse où on est spontanément si on ne fait rien. Et effectivement, oui, comment dire, la peinture, vous voyez, il y a des mouvements qui sont internationaux, par exemple le peintre italien, le Caravage. Quand vous regardez les musées, il y a des peintres caravagesques dans toute l'Europe au XVIIe siècle, des peintres qui font des choses à la Caravage. Mais les caravagesques français, ils ont un accent français, je ne saurais pas comment le dire. Les Flamands, ils ont un accent flamand. Les Italiens, ils ont un accent italien. Les caravagesques espagnols, ils ont un accent espagnol. Donc, on peut évidemment, on digère des influences étrangères, mais dans sa langue, quoi. Pour vous citer, ils ont été novateurs parce qu'ils se savaient héritiers. Absolument. C'est un excellent résumé de ce qu'on se disait. Absolument. Et plus on regarde l'espèce humaine, plus c'est vrai. Et c'est pas l'héritier, comment dire, c'est pas l'idée que... enfin oui, c'est pas l'idée que le passé est bien parce qu'il est le passé, vous savez, parce que ça c'est l'argument, effectivement, l'argument, ah bah on a toujours fait comme ça, pourquoi on ferait autrement, Oui, je vais oui. pas... Ça ce serait l'argument, comment dire, traditionnaliste, limité, parce qu'il y a effectivement en l'homme la volonté de voyager, d'aller voir d'autres cultures que la sienne, de découvrir la vérité, de s'arracher à ces... Mais dans le passé, il n'y a pas seulement on a toujours fait ainsi, il y a aussi cet élan qu'on sent de rechercher la vérité indépendamment de son groupe. Il a déjà été mené par le passé, Oui. et il a été mené par des gens qui ont su comment l'adapter au groupe, parce que vous voyez comment faire de la peinture, comment faire de l'art grec, ou comment faire de l'art italien, ou comment faire de l'art français, comment à la fois faire du grand art, mais que ça corresponde parfaitement à son pays au moment donné. Il y a des gens qui l'ont fait pour nous dans le passé, donc c'est un réservoir d'inspiration. Oui, voilà. Y compris quand on veut échapper au poids du groupe, quoi. Mais alors, justement, vous avez parlé des conceptions traditionnalistes du passé, et sur ça, j'ai un dilemme que je vous soumets. On a beaucoup parlé de Notre-Dame. Quand Notre-Dame a brûlé, il y a eu la question de faut-il la reconstruire à l'identique? Ce à quoi des gens assez justement ont objecté, qui est qu'on n'a jamais fait comme ça historiquement. On n'a jamais, sans doute parce qu'on ne savait même pas généralement reconstruire à l'identique quand il y a plusieurs siècles qui séparent les choses. Oui. Et du coup, on s'est dit, bah, faisons comme chaque époque, qui est adaptons-le à notre époque. Et là, il y a une espèce de refus d'obstacle ou de vertige qui est, mais en fait, ça veut dire quoi un truc qui serait à la fois de notre époque, qui ne serait pas laid, et qui serait à peu près cohérent avec ce qu'il y a eu avant. Et là, je trouve qu'il y avait une espèce de point d'interrogation lancinant qui, moi, m'a un peu marqué. Et on a même eu, comme ça, et on s'imaginait que tout était possible, malheureusement, avec Paris, l'idée d'une verrière, pourquoi pas une piscine au-dessus de Notre-Dame, on va refaire les vitraux. Donc on a senti passer un peu le vent du boulet en se disant, mais ils vont vraiment saccager ça. Du coup, en effet, moi, je suis d'accord avec cette idée qu'on adapte les choses à leur époque aussi, quand les aléas de la vie font qu'on en est contraint, on est contraint de le faire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que notre époque a à proposer? Et ça fera peut-être le lien avec les peintres underground exceptionnels dont vous parlez dans l'ouvrage. Oui, non, mais vous mettez le doigt sur un dilemme qui est celui de tout conservateur, on pourrait dire, qui est... Au sens conservateur de musée. Voilà, non, mais qui est que... on trouve que notre époque n'est pas aussi
riche, créative, spectaculaire que d'autres époques du passé. Mais ces époques du passé étaient des moments d'innovation, où les gens créaient et n'écoutaient pas les gens qui disaient ah c'était mieux avant, etc. Donc il y a une sorte de, vous voyez, où les choses du passé qu'on chérit ont été à un moment des innovations dangereuses qui ont été, comme le Christ dont vous parliez, ont été accueillies qui ont été à un moment des innovations dangereuses qui ont été très mal reçues par les conservateurs en place. Donc c'est un paradoxe avec lequel on se débat, que je n'ai pas résolu, mais je crois que là, il est évident que pour Notre-Dame, il faut choisir la patrimonialisation plutôt que le progrès, parce que je ne fais pas, je fais pas confiance à notre époque pour produire quelque chose d'au moins aussi beau ou d'intéressant, etc. Et la question s'est d'autant plus posée que la Notre-Dame qu'on connaissait et la Notre-Dame du Moyen-Âge, restaurée par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, avec des innovations de Viollet-le-Duc. Mais Viollet-le-Duc était un passionné du Moyen-Âge, et donc je trouve qu'à sa manière, il avait assez bien résolu l'équilibre. Enfin bon. Tradition, innovation. Voilà, j'invente mes choses, mais dans l'esprit du passé. Et je pense qu'au fond, la notion de classicisme, de classique, c'est ça. Le classicisme, ça veut dire il y a des modèles à imiter dans le passé. Vous voyez, où le passé peut me donner des modèles. Et je pense que je suis tout à fait pour toute nouveauté, mais je pense que la condition pour que la nouveauté soit de valeur, c'est qu'elle s'inscrive volontairement dans ce qu'il y a eu de meilleur dans le passé. Et je pense que c'est vrai dans tout. Oui, et dans la contre-filiation que vous faites, vous citez vous aussi Bouba. Donc j'ai dû pouvoir suivre tous les théologiens comme ça que j'avais pas lu. Et vous citez vrai reconnaissent vrai. Les Anglais disent parfois game recognizes game sur l'aspect chasse. L'animal qui chasse, c'est reconnaître un vrai chasseur, et une sorte de respect mutuel. Il y a un peu cette idée-là. Vrai reconnaissent vrai. Exactement. Vrai reconnaissent vrai. Et c'est ce que vous faites sur cette filiation où souvent entre eux, les peintres que vous citez se reconnaissent entre eux. Absolument. Et ça revient à l'humilité dont on parlait, qui est de savoir avoir des maîtres, de savoir reconnaître et donc de s'inscrire dans une ligne. Et est-ce que sur ça, il y aurait un peintre en particulier que vous recommanderiez à ceux qui nous écoutent et qui pourrait par ailleurs les aider s'ils partent vraiment de zéro, comme moi, dans l'initiation vers l'art et la peinture? Au XXe siècle ou XXe siècle tardif En tout cas, d'avoir une porte d'entrée peut-être contemporaine vers le reste. Oui, écoutez, si on prend l'histoire de l'art telle que tout le monde la connaît, vous voyez, Renaissance, impressionniste, Picasso, et que je peux proposer un autre chemin, j'insisterai sur un certain nombre de peintres du XXe siècle qui ont continué la peinture figurative, qui à leur époque se sont pris toutes les critiques en disant que c'est des peintres d'arrière-garde, que les exposés seraient une trahison, etc. et qui pourtant ont survécu. Je citerai, donc c'est des peintres qui ont maintenant, et je vais en venir à des plus récents, mais je citerai trois peintres français, qui sont Pierre Bonnard, Édouard Vuillard et Albert Marquet. Bonnard et Vuillard sont ce qu'on appelle des nabis ou des post-impressionnistes. Et Marquet, il a commencé comme fauve, il a continué. Donc c'est des peintres qui ont produit dans les années 20, 30, 40. Et ils sont encore trop peu connus et ce sont des très grands peintres. Il y a eu ensuite d'autres peintres qui ont continué au XXe siècle. Bon, il y a Hopper aux États-Unis qui est assez connu par les cartes postales, les affiches, etc. Moi, j'ai une grande passion pour ce peintre anglais qui s'appelait Lucian Freud, qui était le petit-fils de Sigmund Freud, qui est un grand peintre de nu. Alors, ce n'est pas du beau classique, donc si vous êtes en recherche d'une sorte d'harmonie intemporelle, classique, c'est encore différent, parce que c'est un peintre de nu qui peint un peu l'homme dans ce qu'il a d'animal, et puis il a peint quelques monstres, des femmes et des hommes un peu obèses, etc. Donc, il joue ce qui lui a permis son succès tardif, parce que ça avait pu être pris comme de l'art contemporain, ce que ça n'était pas. Mais Lucian Freud est un très très grand peintre, figuratif,
de la nature, du corps, du nu. Et ensuite, je parle de plusieurs peintres français alors, qui sont vraiment inconnus, que j'essaie de... euh, un peintre qui s'appelle Sam Safran qui est mort, et le dernier sur lequel je finirai, c'est un peintre français vivant de paysage qui s'appelle Jean-Baptiste Sécheret, qui sera d'ailleurs, je crois, montré au musée Marmottan dans le 16e en octobre. Comme quoi tout arrive. Et c'est un peintre contemporain de paysage français. Et à mon sens, c'est un très grand peintre. C'est un peintre... s'il y a encore eu des gens qui aiment la peinture dans 100 ans, 200 ans, il fera la gloire de la France, comme les grands peintres du passé qu'on a aimés, à mon sens. Et là, Voilà. je précise que dans l'ouvrage, vous proposez pour faire des visites guidées aux enfants. Oui, Je je l'ai fait d'ailleurs depuis. C'est vrai? Oui, oui. Je vous prends en mot, j'étais à deux doigts d'afficher votre numéro à l'écran en disant contactez-le si vous avez des enfants. Oui. Enfin, dit comme ça d'ailleurs. Mais donc, je vous prendrai au mot un jour et vous emmènerez mes filles découvrir l'art. Mais est-ce que je peux dire autre chose? C'est que il faut savoir que la France a un très grand musée qui est le Louvre. Oui. Avec Grand à minima au sens géographique. voilà, avec beaucoup de touristes qui se concentrent dans une seule pièce pour voir un tableau qui est très beau mais qu'on ne voit plus, Oui. qui est la Joconde, et qu'il y a beaucoup d'autres pièces dans lesquelles il y a beaucoup de tableaux du passé, et dans lesquels souvent il n'y a personne, et qui sont climatisés en été. Et donc et c'est gratuit pour les moins de 25 ans, j'ai pas de commission là-dessus, mais après c'est un peu cher les billets. Mais il y a des formules, des espèces de forfaits. Mais je pense que le Louvre est encore aujourd'hui une réserve pour les peintres du monde entier de peintures extraordinaires. Et, Qui a bon, été préservé par les tendances. qui a été préservé, ouais, absolument, qui continue à grandir, qui s'additionne, qui ajoute, qui acquiert des tableaux, etc., Incroyable. qui redécouvre des... Et bon, par exemple, si je peux citer... Alors, le problème, c'est que c'est dans la salle de la Joconde, donc on risque d'être un peu tassé, mais il y a L'Homme au gant de Titien, qui est peut-être l'un des plus beaux portraits de l'histoire humaine. Il y a les salles de peinture française, je parlais de Poussin. Ce paysagiste du 19e siècle qui s'appelle Corot. Il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment un beau musée. Excellent. Et je pense que ça forme l'œil, ça éduque l'œil, ça nettoie l'œil, et ça aide à ne pas se laisser avoir par les choses contemporaines les plus absurdes. Et moins 25% avec le code promo Oliven en description. Absolument. Excellent. Et Benjamin Oliven, y a-t-il également un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt? Alors, vous m'avez posé la question, j'ai réfléchi, et ce n'est pas un ouvrage lié, enfin, c'est pas lié directement à l'art, et puis c'est un peu une blague parce que c'est un ouvrage dont dont je l'ai ici, c'est La République de Platon. Excellent. Et évidemment, votre question, c'est est-ce qu'il y a des livres qu'on aimerait avoir lus plus tôt, mais comme tout lycéen français, j'en ai lu des grands extraits en classe de terminale. Donc en fait, j'aurais pas pu le lire plus tôt. Oui, oui. Mais j'aurais aimé le lire vraiment plus tôt. C'est-à-dire que ça n'est arrivé que beaucoup plus tard, que je l'ai lu, relu, lu sérieusement, pas lu par extrait comme on fait en terminale, et vu à quel point c'était un texte fondateur. Alors ça peut paraître loin de nos sujets, mais malgré tout la question Du beau quand même. du beau, et puis Platon édifie une cité idéale, et puis se pose la question de savoir ce qu'on va faire des poètes dans sa cité idéale. D'ailleurs, ça se passe très mal. Oui, mais Il les expulse. un côté dit comme ça, qu'est-ce qu'on va faire des artistes contemporains? Voilà. Réfléchir à un bateau. Et effectivement. Et d'ailleurs, Platon était était très sévère avec les poètes. Enfin, il voulait les mettre sous contrôle. Et bon, quand on voit ce qui arrive aux artistes contemporains livrés à eux-mêmes, peut-être qu'il avait raison. Mais ça traite quand même de la question de l'art, même si indirectement. Mais c'est quand même un livre fondateur de de la philosophie, de la réflexion sur la politique, sur la philosophie, sur l'art. Et je dois dire, pour abattre mes cartes, que je l'ai lu tardivement, enfin je l'ai lu sérieusement tardivement, et je ne l'ai vraiment lu et compris qu'à l'aide des lunettes de cet historien de la philosophie du XXe siècle qui s'appelle Léo Strauss, qui était d'origine allemande et émigré aux États-Unis, qui a eu beaucoup d'élèves. Le plus connu est Alan Bloom, qui a écrit dont je crois que vous avez déjà parlé dans cette émission, L'âme des armées en français. Mais Pierre Manant, que vous avez reçu, a aussi été très marqué par Strauss, même si maintenant il est comment dire, en désaccord sur les questions ultimes avec Strauss. Mais Léo Strauss était donc un philosophe, un historien de la philosophie, et qui a beaucoup commenté les auteurs du passé en insistant sur les difficultés de lecture et la façon dont il fallait les lire
en se prenant pas comme pour plus intelligent qu'eux, mais au contraire en essayant de comprendre que c'est eux qui jouent avec nous. Donc quand on lit La République de Platon avec des lunettes straussiennes, même si je ne me déclarerais pas straussien, mais je suis influencé, on comprend que Platon est toujours un degré plus loin que le degré auquel on croit qu'on a compris qu'il était. Qu'il est toujours plus complexe que ce qu'on a dit. Ça vaudrait d'Aristote, ça vaudrait aussi pour Aristote. Enfin, voilà, il n'y a pas de... On n'a pas fini de creuser. Voilà, absolument. Et c'est d'une certaine manière le fin mot sur... presque, je dirais, le fin mot sur la nature humaine, la condition humaine a été dit au début de la philosophie, quoi. Et ensuite, on a fait que... C'est Whitehead, je crois, qui disait toute la philosophie n'est que des notes de bas de page à Platon. Ouais. Donc voilà. Donc lisez ce qui a donné beaucoup de notes de bas de page. Voilà, un bon conseil. Retournez à la source, y compris pour les arts, y compris si vous aimez un musicien, regardez ce que lui aime et écoutez la musique que lui aime et remontez en suivant le fil de vrai reconnaissent vrai jusqu'à la source. Donc je sais pas quoi, de la musique contemporaine, vous pouvez remonter aux Beatles, des Beatles à Bach. Etc. Et pour la lecture, remonter à Platon, à mon sens. Magnifique. Et pourquoi est-ce important, surtout que vous êtes désormais dans le monde de l'édition, pourquoi est-ce important de lire et de faire lire? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est quelque chose qu'on a déjà dit depuis le début de l'émission, mais on ne peut pas compter sur nous-mêmes tout seul. C'est-à-dire que nous-mêmes, spontanément, sans éducation, on est... si on ne se soumet pas à une discipline et à un travail, on est un ensemble de fonctions biologiques, c'est-à-dire se nourrir, se reposer, se reproduire, toute fonction agréable au demeurant, mais la lecture est un peu une sorte de musculation de l'âme et permet de s'élever un peu plus haut que son état de base et s'élever à ce qu'il y a eu de plus haut dans l'espèce humaine. Donc en l'occurrence Platon ou Homère ou Rabelais et Montaigne ou Proust. Donc la lecture, oui, c'est une manière de ne pas se satisfaire de ce qu'on est spontanément sans travail. S'il y a des gens parmi nous qui nous regardent, qui font de la musculation et qui ne se satisfont pas de leur état habituel mais ont envie de développer leur corps en poussant de la fonte, il y a aussi de la musculation de l'âme qui est disponible et qui est la lecture. Et donc après vos pompes, vous pouvez lire un chapitre de Plutarque ou de Platon et muscler votre âme de la même manière que vous avez musclé votre corps. J'imagine l'image d'un homme torse nu, ruisselant, en train de lire avec une main comme ça des livres de philosophie. On peut produire des mèmes. D'excellents mèmes dans cet esprit-là. Bah, ça fait un bel été en perspective. Et merci infiniment Benjamin Oliven pour votre disponibilité, c'était passionnant. Lisez, allez voir des tableaux, des beaux. Lisez évidemment L'autre art contemporain, qui est vraiment un très bel ouvrage, qui a également la concision pour lui, ce qui est précieux aujourd'hui. Et pareil, les artistes veulent, essayistes veulent s'étendre sur 800 pages parce que leur logo serait incondensable. Donc on vous remercie également pour ça. Et pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à vous abonner et à diffuser cette vidéo à ceux qui pourraient être intéressés par ça et à faire connaître Transmission autour de vous. Ça nous permet d'inviter des gens comme Benjamin Oliven et c'est formidable.